Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 27 de Journal de cinéma. Aujourd'hui on va parler de La condition de l'homme de Masaki Kobayashi. Une trilogie japonaise de Masaki Kobayashi sortie entre 1959 et 1961, avec dans le rôle principal son acteur fétiche dont j'ai parlé dans un podcast précédent sur Harakiri, Tatsuya Nakadai. La condition de l'homme, c'est donc un film divisé en 3 films d'en moyenne 3h10 chacun, soit une durée totale de 9h39, chaque film étant lui-même en 2 parties. Vous pouvez donc en gros regarder 6 films d'1h30 si les films de 3 heures vous font trop peur. Je pense que pour une telle œuvre, regarder 3 fois 3 heures, c'est la manière la plus confortable, on va dire, de l'appréhender. Cependant, pour quelque chose d'aussi long, évidemment, il faut y aller à son rythme parce que ça peut être un peu difficile à digérer. Et alors, de quoi parle cette œuvre dantesque pour être aussi longue ? La première partie, elle débute en 1943, lorsque Kaji et sa femme vont devoir se rendre en Chine, plus précisément du côté de la Mandchourie, car Kaji est chargé de superviser le travail des mineurs sur place, mais également des prisonniers chinois utilisés comme main-d'œuvre supplémentaire. Je vais essayer de pas trop en dire sur l'intrigue, sur les moments clés de l'intrigue dans ce numéro, mais le deuxième épisode va lui prendre une forme plus proche de celle du film militaire, alors que la dernière partie va servir de conclusion et de synthèse des événements passés pour finalement délivrer le véritable sens et le message du périple de Kaji. À l'échelle de ces 9 heures, ce que je vais révéler sur le film, honnêtement, ce sera pas dramatique pour vous, si vous ne l'avez pas vu, et ça ne gâchera en aucun cas une potentielle future séance de ce film. Cela n'aurait aucun intérêt de vous parler de chaque film indépendamment, et c'est donc pour ça que je fais une critique sur l'œuvre dans son intégralité, tout simplement parce que contrairement à beaucoup de trilogies ou sagas de ce type au cinéma, on sent que chaque épisode appartient vraiment à un tout qui a été pensé et conçu au même moment et qui est fait pour prendre toute son ampleur à la fin des 3 films. Pour la fin des années 50 au Japon, je pense sincèrement que le budget a dû être assez colossal pour un film qui arrive finalement seulement une quinzaine d'années après la fin de la guerre. Malheureusement, je n'ai pas d'infos sur le coût du film et mon japonais étant inexistant, j'aurais du mal à trouver cette information à la source. Mais à l'écran, je trouve qu'on a un résultat assez impressionnant pour un film qui a 60 ans. Beaucoup de figurants, pas tant de variété de décors que ça, mais un rendu visuel et une beauté formelle assez saisissante par moments. Tout au long des 9 heures, on imagine à quel point le projet était ambitieux et l'entreprise assez monumentale. Ce qui est très surprenant, c'est le ton du film et de quelle manière il critique sévèrement le Japon. À l'image d'Harakiri que j'ai chroniqué dans un précédent numéro, Kobayashi n'y va pas avec le dos de la cuillère pour montrer tous les travers du zèle absurde de la hiérarchie militaire, la lâcheté de ceux qui font les règles et le manque d'humanisme de ses pairs pendant la guerre. Dans le même ordre d'idée, en France, la diffusion des Sentiers de la Gloire de Kubrick ou de la bataille d'Alger de Pontecorvo, par exemple, a été censurée de nombreuses années, notamment à cause de l'image peu reluisante qui était faite de l'armée française. Dans La condition de l'homme, toute la chaîne hiérarchique prend des décisions qui font totalement abstraction de la moindre once d'humanité de la première minute à la dernière. Dans la première partie, les prisonniers chinois ont une méfiance profonde envers Kaji, qui est ce qui se rapproche le plus d'un allié dans le camp adverse. Malheureusement, la tragédie de la guerre et la haine suscitée par la rivalité entre Chinois et Japonais ne va jamais permettre de mettre en place une relation de confiance, cela même si Kaji essaye de traiter au mieux les prisonniers et de ne pas rajouter un surplus de souffrance lors des travaux forcés. Ce qui ne va pas être le cas des autres gardes japonais, fanatisés par le sens du devoir et le patriotisme, et qui ne voient pas des hommes mais des esclaves faciles sur lesquels se défouler, est vraiment une mise en scène brutale des violences commises par les Japonais sur les Chinois, sans défense, prisonniers des camps. Et dans ce premier film, sans aucune scène de combat, de ville défigurée ou encore de massacre d'innocents, Kobayashi arrive quand même à montrer les ravages de la guerre sur les hommes. Pas mal de questions assez complexes qui sont posées également, avec le désir de liberté au péril de sa vie, ou encore le racisme dévastateur face à des gens sans défense, qu'il devient difficile de continuer à appeler des ennemis. Beaucoup de moments marquants, notamment vers la conclusion, avec la condamnation et la réaction de certains prisonniers, et le film qui s'achève sur le début de la descente aux enfers de Kaji, qui va devoir s'engager sur le front. Le début d'une vie brisée par la volonté de faire le bien, en échappant à la guerre sur le front, et qui va finalement être contraint d'y prendre part, même si ce rôle de chef de camp aura déjà fait de lui un acteur de cette guerre et un ennemi aux yeux des prisonniers et de quelques-uns de ses compatriotes.
Le deuxième film commence donc avec une première moitié qui rappellera pas mal de choses à de nombreux cinéphiles. Si j'étais historien du cinéma ou que j'avais le temps, j'interrogerais des experts de Stanley Kubrick ou de Kobayashi pour savoir si ce cher Stanley a vu la condition de l'homme lors de la conception de Full Metal Jacket. On est à la limite du plagiat tellement dans le film de Kubrick, toute la séquence d'entraînement des recrues avec le général tyrannique, les soldats qui arrivent, ceux qui souffrent, etc. s'avère extrêmement ressemblante avec ce qu'on voit dans cette deuxième partie de la condition de l'homme. J'ai été vraiment surpris, voire choqué par les similarités tellement fortes qu'il y a peu de chances qu'on soit face au hasard. Sauf qu'ici, Kaji, notre observateur impuissant de l'injustice, va essayer tant bien que mal d'inspirer des changements à travers son humanité. Mais comme dans le reste de l'œuvre, le groupe et ce qu'on peut appeler la machine écrase des individus et ne laisse aucune chance, aucune place aux bons sentiments. Il prend petit à petit la figure du martyr qui n'a de cesse d'essayer d'imposer sa bonne volonté et sa vision réformatrice de la société autoritaire japonaise, mais qui au bout du compte ne cesse d'échouer. Comme lors du premier film, la conclusion est puissante avec une des scènes les plus mémorables de la trilogie. Vient ensuite la troisième partie, qui sera finalement la dernière étape de l'écrasement de l'humain par une société vaincue, mais aussi par les vainqueurs. La guerre est en train de se terminer et débute ainsi la quête pour rentrer au pays et rejoindre son grand amour. Avec notamment une longue errance et une conclusion extrêmement pessimiste, le dernier film conclut la thèse de Kobayashi. Ce final fonctionne très bien et quand on a compris qu'on était face à la dernière image de ces presque 10 heures, on reste un peu sonné par cette épopée qui aura fait passer son héros par tous les états. On se retrouve face à un plaidoyer amer sur la force des convictions et de la volonté, immuable malgré les actes commis et subis. Comme j'ai dit, je n'en révélerai pas plus, je n'insisterai pas trop sur le dernier acte. Je pourrais simplement conclure en disant que sans manichéisme, bien que l'image des Japonais soit particulièrement écornée, Kobayashi réussit à nous prouver que c'est peut-être celui qui avait raison tout du long qui aura été le moins écouté et compris. Parfois volontairement car vu comme anti-japonais ou communiste par ses pairs, ou alors à la fin, quand par incompréhension c'est l'image de l'ennemi qui fait foi. J'ai finalement assez peu parlé de l'aspect formel du film. Tatsuya Nakadai dans le rôle principal est sans doute justement dans le rôle de sa vie. Il est habité de bout en bout par son personnage qui le rend inoubliable. Comme évoqué précédemment, la mise en scène de Kobayashi est absolument sublime avec de nombreux plans à tomber par terre. En lisant un peu l'histoire du film, j'ai vu qu'il avait été assez compliqué à voir en Europe pendant de nombreuses années. Et c'est une vraie chance de pouvoir y accéder aujourd'hui dans une version de qualité, tant l'œuvre est ambitieuse et semble avoir été une source d'influence majeur pour pas mal de cinéastes japonais. Par ailleurs, je pense que le film accuse tout de même quelques longueurs et que l'aspect martyr accablé de Kaji est presque trop développé, ce qui donne une morale certes puissante, mais avec des situations qui dans leur message semblent parfois un peu se répéter au cours de ces 9 heures. Et je vous propose maintenant de passer à mon avis et ma conclusion sur ce film. Alors, est-ce que je recommande La condition de l'homme ? Oui, mais pour être tout à fait franc, c'est une trilogie que j'attendais de voir depuis de nombreuses années, hors premier épisode que je connaissais déjà, parce qu'elle avait quand même cette aura gigantesque sur pas mal de sites de cinéphiles et même sur Sens Critique où elle est extrêmement bien notée. Et si La condition de l'homme est un film important pour le cinéma japonais et qui est probablement l'œuvre la plus ambitieuse d'un des grands artisans du cinéma japonais du XXe siècle, eh bien c'est purement personnel, mais j'attendais peut-être encore plus de ce film. Sans doute ai-je mal résisté aux fameuses sirènes de la hype qui nous font parfois attendre des choses d'un film qu'ils ne sont pas. J'attendais peut-être de voir un des meilleurs films de tous les temps, quelque chose qui allait changer ma vie, et ça n'a pas été le cas. Malgré ça, je crois que c'est vraiment une expérience qui mérite d'être vécue par tout cinéphile. Évidemment, c'est pas tous les jours qu'on a autant de temps à consacrer à une œuvre, pour ça que je n'ai pas vu le Tango de Satan de Bellatar par exemple, qui dure lui aussi à peu près 9 heures, mais qui sont censés être vus d'une traite. Ce qui n'est pas le cas ici grâce aux entr'actes de cette trilogie qui peut se voir en 6 fois pour ceux qui n'auront jamais 3 heures de disponible, et que je recommande finalement ce mode de visionnage aux plus frileux, à ceux qui auraient peur de voir un film aussi vieux en japonais et aussi long. Mais au bout du compte, c'est une œuvre tellement riche et dense qu'elle fera peu de déçus, au sens de personnes qui auront l'impression d'avoir perdu leur temps. Également, ceux qui ont vu Harakiri retrouveront de nombreux thèmes communs et bien évidemment un Nakadai en état de grâce encore une fois.
Ceux qui apprécient le travail du réalisateur Masaki Kobayashi ne devraient pas se priver d'y jeter un œil. Cette trilogie, c'est donc une fresque humaniste qui appuie là où ça fait mal côté japonais, mais qui s'avère également assez sombre, un constat édifiant et sans concession de ce qu'est la guerre en dehors et au sein du front, et ce qu'elle peut faire de pire aux hommes. Un voyage qui laissera également pas mal de souvenirs et d'images fortes à ceux qui auront le courage de suivre Kaji jusqu'à la fin. C'était tout pour cet épisode de Journal de Cinéma, je vous remercie de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du podcast sur Twitter @Journal de Cinéma et vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, Apple Podcast et bien d'autres. On se retrouve pour le prochain numéro. Bye bye.